6. 7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin. Et on commence avec le livre du jour, Nicolas. Le jeudi, c'est souvent un livre en format poche. Sauf que cette semaine, vous nous parlez beaux livres pour Noël. Alors, comment on fait ? On trouve des poches collector. Et j'en ai au livre de poche. Très belle réédition du conte Un chant de Noël de Charles Dickens. Je vous en reparlerai le 24, mais c'est le livre à lire en ce moment. L'histoire d'un sale bonhomme, Scrooge, misanthrope et râleur et triste, qui rentre seul chez lui le soir de Noël et qui sera visité toute la nuit par les esprits de Noël, les fantômes. Ça va lui faire tout drôle. Ça date de 1843 et c'est réédité dans une version très jolie en poche. Alors, ceux que j'ai en main, que vous pouvez voir sur europe1.fr, ils sont très jolis aussi. Qu'est-ce que c'est ? C'est une collection de rééditions de classiques aussi chez Flammarion, avec à chaque fois une couverture magnifique, avec des rabats en coffret décorés de motifs très chics. Ça fait pas cheap pour des poches et pour chaque classique. Non, ça fait pas cheap, mais des années 50. Il y a le préface d'un écrivain contemporain, Faulkner, Monnaie de singe, préface de Véronique Ovoldé, Les fleurs du mal de Baudelaire, préfacé par Lucchini, Orgueil et préjugés par Alizé Niter, ou Les Trois Mousquetaires, et c'est Grégoire Bouillet qui s'est chargé de la préface. Écoutez ce qu'il dit, je crois que c'est très juste. Un jour, on boit un vin qui fait découvrir le vin. On avait déjà bu du vin, on en appréciait certains et moins d'autres. On n'avait rien bu. On le découvre ce jour-là. Et bien sûr, vous avez compris, c'est la même chose pour la littérature quand on a goûté aux Trois Mousquetaires. Qui n'a bu le vin d'Anjou des Trois Mousquetaires ne sait rien de l'ivresse littéraire. Ah, c'est joliment dit. Donc, nouvelle collection de classiques. Il y a du Tolkien aussi ce matin. Et oui, il y a Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, le Silmarillion, édition collector chez Pocket, très belle édition avec les dessins de Tolkien lui-même. Mais là, j'ai reçu aussi ce livre de la même collection, ça s'appelle Les étymologies. Alors c'est vraiment pour les fans, les geeks de Tolkien. Ce sont les étymologies de la langue elfique. Vous savez que Tolkien était linguiste, il avait inventé tout un monde imaginaire, mais aussi les langues qui vont avec. Et donc c'est un dictionnaire étymologique elfique, un vrai. La racine ab-abar, par exemple, refuser, dénier, dire non en elfique, par exemple. J'adore. Il est plongé dedans, Dimitri. Mais c'est un dictionnaire, c'est affreux. Je vous le donne. Les poches collector. Merci beaucoup, Nicolas Carré. Je ne connaissais pas ce format. La sortie de la semaine à présent, Olivier Benkemoun, le Boléro de Ravel. Une grande exposition, c'est à la Cité de la Musique à Paris. Bon, ça vous parle, ça parle à tout le monde, évidemment, le Boléro de Ravel. Universel. Un hit, mais alors dès sa création, en 1928 à l'Opéra Garnier, et dès 1930, il est enregistré, un micro-sillon dont l'original est exposé d'ailleurs à la Cité de la Musique. Très vite, le Boléro Voyage devient un succès planétaire. Pierre Corsilius est musicologue et commissaire de l'Expo Ravel. On estime que le boléro est joué toutes les 10 à 15 minutes dans le monde. Le boléro, c'est une structure de 169 répétitions du même rythme ostinato à la caisse claire, auquel se superposent deux motifs que tout le monde siffle, et à l'intérieur, il y a un assemblage d'instruments, et avec une explosion qui est donc la fin du boléro. Une explosion d'une machine, pourquoi pas ? D'une machine, quelle machine ? Peut-être un moteur qui explose. On estime qu'il existe 1 millier de versions de reprises du boléro, encore plus depuis qu'il est tombé dans le domaine public en 2016. J'aime bien celle-là. Mambo de Joe Roland Quintet de 1953. Mais même le grand Frank Zappa l'a repris en live avec son orchestre. Il a repris aussi le générique de Super Mario, Frank Zappa. C'est rock. Comment on explique le succès du Boléro de Ravel ? La simplicité, monsieur Pavlenko, la simplicité, la sursimplicité même de sa structure, contrainte par un délai très court, parce qu'il l'écrit en 3 mois à peine, ce qui en faisait d'ailleurs pas tout à fait l'œuvre préférée de Ravel en réalité. Ravel, on lui demandait « Quel est votre chef-d'œuvre, maître ?» Oui, bien sûr, c'est les boléros, mais malheureusement, il est vide de musique. Et effectivement, pour Ravel, qui est un si fin orchestrateur, qui mettait tellement d'énergie dans la superposition de mélodies différentes, de timbres différents, le boléro ressemble plus à une machine. C'est incroyable de dire ça. À la Cité de la Musique, vous découvrirez la partition originale du boléro, son bureau de composition, son métronome, ses costumes sur mesure, parce que Ravel était un tout petit homme, mesurait 1,58 m, des tableaux de famille et certaines de ses œuvres autres que musicales, des dessins qu'il a fait, des aquarelles, des plans, des meubles, car Ravel était un créateur génial et tous azimuts, dont l'œuvre continue d'inspirer même les geeks d'aujourd'hui. Vous connaissez cette version ? Version 8 bits. Exactement.
Le grand paradoxe, et je termine là-dessus, il n'existe pas d'enregistrement de la voix de Ravel. Il y a plein de documents, plein de photos, des films même, mais pas un enregistrement de sa voix. Voilà, l'exposition Boléro, c'est à voir à la Cité de la Musique à Paris jusqu'au mois de juin. Merci beaucoup Olivier Benkemoun, merci Nicolas, merci Vincent, à demain.